Visite du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra au président de la transition à Paris, Dioncounda Traoré. Également dans cette émission, Rio plus 20, le sommet sur le développement durable, des thèmes que nous allons aborder avec nos invités. Amadou O Diallo du journal L'Essor. L'Essor, c'est le quotidien national. Diallo, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, votre toute première participation à cette émission. Également sur ce plateau, Dr Amadou Diallo, chargé de cours à l'Université de Bamako. Kissima Gakou, universitaire conseiller aux affaires stratégiques au ministère de la Défense du Mali. Et Serge Daniel, journaliste écrivain. Premier thème, le Mali. L'état-major de la force en attente de la CEDEAO était en conclave ce week-end à Abidjan. Le chef d'état-major de la sous-région propose au chef d'État un contingent de 3200 hommes pour combattre les mouvements rebelles et islamistes dans le nord du Mali. Le compte-rendu de la rencontre avec nos confrères de la télévision ivoirienne. La situation au Mali. La présentation et la validation du concept d'opération conçu par l'état-major des forces en attente, assisté des officiers des pays membres de la CEDEAO, des experts de l'Union européenne, de l'Union africaine, du Conseil de paix, de l'ONU, de la France et des États-Unis d'Amérique, était au centre de la réunion d'urgence du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'est ouverte ce matin à l'état-major d'Abidjan. Ainsi, pendant 3 jours, ces experts ont mis en œuvre leur savoir-faire pour produire sous la conduite du général Hassan Lai, chef d'état-major de la FAC, force en attente de la communauté, un concept d'opération. Les participants aux travaux ont donné des directives et orientations découlant de la nouvelle stratégie et approche de la situation au Mali. Ces directives s'articulent en 3 points. Premièrement, aider le Mali à stabiliser et consolider les institutions de la République à Bamako. Deuxièmement, renforcer la capacité des forces armées maliennes. Enfin, engager la reconquête du nord du Mali par les forces armées maliennes, soutenues et appuyées par la mission de la CEDEAO au Mali, la MISEMA. Le général de division, président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, Soumaïla Bakayoko, a ajouté que l'usage de la force ne sera envisagé et conduit qu'en dernier ressort après épuisement de toutes les voies de dialogue. Reste à présenter un concept du plan des opérations qui sera le résultat des travaux que les chefs d'état-major de la CEDEAO vont amender et valider. Cette réunion de la force en attente de la CEDEAO a lieu au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU s'était réuni sur le sujet Mali, puisque saisi par la CEDEAO et l'Union africaine. Nous allons aborder cet aspect du débat au cours de cette émission. Mais déjà, docteur Diallo, il y a eu plusieurs rencontres autour de l'envoi ou pas de forces militaires au Mali, mais c'est la première fois que la conclave est assortie de propositions chiffrées. On a parlé de 3200 hommes. Est-ce que les choses évoluent dans ce sens-là? Oui, je pense bien que les choses évoluent, parce que si vous avez bien suivi, vous l'avez rappelé vous-même, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies actuellement a demandé beaucoup plus de précisions à la CEDEAO, à l'Union africaine, quant à savoir exactement la mission, le plan d'intervention, savoir aussi le nombre d'hommes à déployer sur le terrain, le financement, le coût du budget. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont importants et je pense bien que cette réunion d'Abidjan a déjà commencé à plancher là-dessus. Maintenant, il va falloir aller beaucoup plus loin pour être beaucoup plus précis par rapport au contenu de la mission qui sera assignée, par rapport au plan d'intervention également. C'est sur cela que le Conseil de sécurité des Nations Unies peut se baser maintenant pour autoriser le déploiement de cette force au niveau du Mali. Le chef d'état-major des armées du Mali, Dambélé Daïrou, était présent à cette rencontre. Docteur Kissima Gakou, est-ce que ça peut signifier quelque chose, la présence d'une hiérarchie militaire, des membres de la hiérarchie militaire à cette réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO? Oui, bien sûr, c'est très important parce que vous ne pouvez pas décider du sort de quelqu'un en son absence. Comme on dit terre à terre, on ne va pas raser la tête de quelqu'un. Parce que c'était le cas auparavant. Voilà, justement parce que, comme l'a dit Madou, il y a des évolutions. C'est-à-dire les gens commencent à comprendre
que c'est quand même difficile de projeter des forces dans un pays comme le Mali, qui, après tout, il faut le signaler, n'est pas un État failli, comme on a tendance à le croire. L'État malien existe. Et vous savez que dans les relations internationales, l'État, c'est le premier acteur des relations internationales. Donc l'État malien, dans la mesure où il a une autonomie de réflexion et d'action, doit être entendu. C'est-à-dire, quand il s'agit d'aider à régler un problème, vous ne pouvez pas aider si vous ne connaissez pas exactement quelles sont les réalités de celui que vous voulez aider. Et pour ça, il était nécessaire d'entendre les spécialistes maliens sur la question et prendre en compte ce qu'ils avancent, prendre en compte les données maliennes spécifiques. Et je pense que c'est ce qui a été fait et on s'en félicite. Amadou Diallo, je le disais, vous êtes journaliste à l'Essor, le quotidien national du Mali. C'est ta première participation à ce débat. Déjà, un commentaire par rapport à cette réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO. Merci. Je voulais juste préciser que je suis journaliste, c'est pourquoi je suis là, mais je ne suis pas là en tant que journaliste de l'Essor. Ouais, donc il faut préciser, ça a son poids. Par rapport à ça, moi je peux dire que je vais aborder dans le même sens que M. Gakou, parce que on ne peut pas décider à la place de quelqu'un. Si vous voulez bien l'aider, il faut savoir ce qu'il veut et les besoins qui soient réellement exprimés pour pouvoir l'aider. Sinon, ça va être un rendez-vous manqué, à mon avis. Serge Daniel. Moi, je vais contredire un peu mes trois prédécesseurs. Le problème du Mali concerne tout le monde, en fait. Il ne faut pas penser que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, etc. viennent aider le Mali parce qu'il faut aider uniquement le Mali. Le Mali a besoin d'aide. C'est-à-dire que si le Mali pouvait tout seul aujourd'hui libérer son pays, il l'aurait fait. Où on aurait engagé déjà les démarches pour le faire. On a soit au moins besoin d'armes ou besoin d'armes. Mais d'autre côté, c'est que le Sahel, c'est l'affaire du Niger. Si le nord du Mali est déstabilisé, c'est le Niger qui est déstabilisé, c'est l'Algérie qui est déstabilisée. Ce sont tous ces pays qui sont déstabilisés parce que, et c'est pour cette raison que la communauté internationale s'intéresse de près à ce qui se passe chez nous au Mali. Ça, c'est très important. Donc, la présence du chef d'état-major des armées, je trouve que c'est nouveau et que c'était une chose tout à fait normale, mais je vais vous garantir une chose, c'est-à-dire que les cartes, il y a ce qu'on appelle la géopolitique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre la place du Mali à la place du Sénégal, le Sénégal à la place de la Mauritanie, c'est-à-dire que toutes les cartes existent. J'ai entendu parler dans les couloirs de cette rencontre qu'il y a des aéroports de dégagement, des aéroports où on devait intervenir, où on peut stationner les troupes, etc. Ce qui est nouveau pour moi, en revanche, c'est qu'on tient davantage compte de l'esprit, c'est-à-dire du discours malien, de ce que veut le Mali. Ça, c'est très important. Attends, je termine. On tient compte de ce que veut effectivement le Mali. C'est-à-dire que l'intervention militaire, ce sera le dernier recours. Mais il ne faut pas croire que des pays comme le Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire viennent au Mali pour aider le Mali. Ils viennent au Mali pour s'aider eux-mêmes d'abord. Voilà. La présence du chef d'état-major du Mali, déjà, moi, je voudrais qu'on insiste là-dessus. Voilà. Ça veut dire que maintenant, il y a décrispation, les choses ont évolué dans ce sens-là. C'est-à-dire que, je vais recentrer. Ouais. Si on parle d'aider le Mali, ça ne signifie pas que le problème n'est pas sous-régional, régional ou international. Il faut le préciser. Mais voilà, ce qui est important de dire, c'est que si ce n'est pas le Mali qui est à l'origine d'une initiative militaire, ce serait difficile d'imaginer le contraire, parce que ce serait autrement une invasion. C'est-à-dire que ceux qui viendront de leur propre chef, sans aucune prise en compte, si vous voulez, des autorités maliennes qui, encore une fois, je le répète, existent et ont toute leur place. Mais est-ce que la participation du chef d'état-major du Mali ne nous éloigne pas de cette invasion-là, donne peut-être une relative caution aux forces de la CEDEAO quand même?
effectivement, parce que la voix du Mali a résonné à Abidjan. Elle a résonné, ce n'était pas le cas au départ. Au départ, il y avait une démarche totalement incohérente qui consistait à dire Mali ou pas Mali, on fait quelque chose. Après, les gens se sont ravisés en réfléchissant qu'une opération militaire, ce n'est pas une promenade de santé. On ne peut pas la faire dans n'importe quelle condition. Parce qu'il y a quelque chose au Mali, il y a de l'existant, et il faut de l'interopérabilité. C'est-à-dire, quelles que soient les forces que vous amenez, ce n'est pas des forces de substitution. Ça va être des forces peut-être d'appoint. C'est pourquoi j'insiste pour dire. J'ai entendu dans le discours du général Bagadou, renforcement de capacité de l'armée malienne. Absolument, absolument. Okay, moi, je vais dire que, en fait, l'armée malienne, c'est vrai qu'il y a eu il y a des problèmes, évidemment, il y a des problèmes. Il ne faut pas se le cacher, mais l'armée malienne existe. Elle existe bel et bien. Il y a eu des déconfitures, certes, mais elle existe. Le Mali n'est pas, je dirais, le Mali n'est pas comme un pays, no man's land, par exemple, Somalie, Afghanistan, où il fallait amener les autorités en même temps que les troupes étrangères. Ouais. Donc le Mali existe, l'État malien existe bel et bien. Il s'agit d'appuyer l'État malien. En ce moment, c'est l'État malien qui va exprimer son besoin, à mon avis. Ok, docteur Diallo. Moi, je pense que sur ce plan, honnêtement, il faudrait éviter de se tromper. Parce que je crois que ça a toujours été clair, aussi bien au niveau de la CEDEAO qu'au niveau des Nations Unies. Le projet de l'Union africaine, le projet de résolution même, c'est cela. C'est d'abord renforcer les capacités de l'armée malienne. Donc c'est cela, c'est ça le point de départ. Et le Mali a toujours été un pays qui est resté attaché à l'Union africaine, à la CEDEAO, aux Nations Unies. Donc, quelle que soit la décision qui va être prise, je suis convaincu que le gouvernement malien va s'aligner derrière cette décision. Et surtout, il faudrait rappeler que le chef d'état-major malien, quand même à Abidjan, Dambélé, a lui-même souligné que pour lui, une intervention militaire est incontournable au Mali. Parce que moi, personnellement, je pense que même s'il y a des négociations, on ne peut pas échapper à l'option militaire dans le nord du Mali. Que ce soit avec des troupes étrangères ou pas, on ne peut pas échapper à cette option. Surtout que, surtout que quand on prend aujourd'hui, par rapport aujourd'hui à l'aspect négociation, tout le monde sait que ces négociations ne vont mener nulle part. Parce que les MNLA ne contrôlent pas réellement le Nord. Si aujourd'hui on peut signer un accord avec les MNLA, je ne vois pas qu'est-ce que le gouvernement peut signer aujourd'hui avec Ansardine, avec ACMI et avec les groupes terroristes. D'accord. Moi, je comprends très bien le nationalisme ombrageux de Kishi-Magakou. Mais la question est autre. Dans la constitution malienne, il est dit que pour réaliser l'unité africaine, le Mali est prêt à perdre une partie ou toute sa souveraineté. Qu'il y ait des forces étrangères au Mali, tout à l'heure le chef d'état-major de l'armée ivoirienne a parlé de MISEMA. Ils ont même trouvé le nom. Mission de la CEDEAO au Mali. Mais ils ne peuvent pas venir au Mali si le Mali n'exprime pas le besoin. C'est le Mali qui a demandé une aide des troupes étrangères, de ses voisins, des structures. Le Mali, je veux dire, est au centre de tout. On parlera de la visite du Premier ministre en France tout à l'heure, et on parlera de la visite du Premier ministre en Algérie, en Mauritanie. Il est clair que le discours qu'il a tenu, c'est « nous voulons l'aide de ces pays-là ». Mais c'est le Mali qui définit l'aide qu'il souhaite. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici-bas, c'est vrai qu'il faut être nationaliste, mais un nationalisme ombrageux, ça n'arrange pas grand-chose. Merci pour le compliment, mais je voulais mettre un petit bémol. Diallo parle du Mali qui s'alignerait derrière des forces éventuelles. Il n'a pas dit ça. Non, il a dit que le Mali s'alignera derrière les forces. Non, je dis derrière la décision de l'ONU ou de la CEDEAO, quelle que soit la décision. Voilà, en fait, comme vous avez dit, le Mali est partie intégrante à ces organisations. Voilà. Ah, bien sûr. Mais la question qui est posée, c'est une question militaire, concrètement. Donc, quelle que soit la force qu'on peut envisager, on ne peut pas l'envisager autrement que articulé derrière les forces armées maliennes. Alors, vous n'avez pas compris que la proposition n'est pas endogène. Je pense que c'est important que je précise, il n'a pas compris ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit que cette force va venir s'imposer par rapport à nos forces armées. J'ai très bien dit le Mali va accepter la décision de l'Union africaine, de la CEDEAO ou des Nations Unies. Cela veut dire que c'est l'armée malienne qui va les recevoir à bras ouverts pour faire ensemble le combat pour libérer le nord du Mali. C'est ce que j'ai dit clairement.
l'armée malienne C'était très bien de rectifier parce que je n'avais pas compris comme ça. L'armée malienne au débat. On va au débat. Moi, à mon avis, c'est l'armée malienne qui va commencer les hostilités. Et ça, c'est même bien pour réhabiliter l'armée malienne face à la population du Nord. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'armée malienne à la tête baissée devant la population du Nord. En ce moment, pour permettre à l'armée, même après ça, après ces événements, pour que l'armée puisse redorer son blason dans cette partie du pays, il faut qu'elle passe devant. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Très rapidement, avant de progresser. Il y a un débat sur l'armée malienne pour dire que l'armée malienne n'a pas les moyens, l'armée malienne n'existe pas. Mais non, on l'a déjà dit ici une fois, hein, l'armée malienne a des moyens que les armées voisines n'ont pas. Ce qui nous a manqué dans le Nord, essentiellement, c'est l'aérien d'abord, pendant cette guerre. Ensuite, il y a eu probablement à un moment un problème de coordination, quelque part. Vous avez des armes, je ne vais pas rentrer dans les détails, quand vous discutez avec les Burkinabés ou les Mauritaniens, ils vous expliquent que l'armée malienne à elle seule, elle avait par exemple des engins lourds que 4 ou 5 pays réunis de la sous-région n'avaient pas. Donc, il faut arrêter de dire l'armée malienne n'a pas les moyens, etc. L'armée a les moyens, peut-être qu'il y a eu des problèmes de coordination à un moment, mais l'armée malienne existe. Mais ça fait plaisir, souvent il y a des batailles, il y a des victoires, on revient. Voilà. On va essayer de progresser dans l'émission pour parler cette fois-ci de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'un coup, on a l'impression que le Conseil n'est pas autant pressé que la CEDEAO et l'Union africaine par rapport à l'envoi de troupes au Mali. Ce n'est pas une question d'être pressé. Il prend son temps, le Conseil de sécurité. Non, ce n'est pas une question de presser. C'est-à-dire qu'il y a des procédures, il y a plein de choses. C'est-à-dire on ne peut pas, le Conseil, on ne peut pas le mettre en marche automatiquement. Hein. Ça n'a jamais été le cas, sauf en des rares occasions historiques. Alors, c'est l'Union africaine qui a saisi le Conseil. Mais le Conseil, quand on le saisit, il faut répondre à des questions précises. Alors, si vous êtes vague, eh bien, il vous retourne votre copie. Je pense que ça a pu se produire dans le cas de la saisine de l'Union africaine. La deuxième chose, c'est que je pense, encore une fois, que c'est l'État concerné par le différend, qui est, aux yeux du Conseil, le plus habilité à exprimer ses préoccupations. On pouvait le faire par le biais des représentations maliennes ailleurs. Bon, je pense que cet épisode n'est peut-être pas totalement terminé et ça peut expliquer un peu ce qui se passe au Conseil de sécurité. Diallo, du même avis que Gakou? Bon, je comprends tout à fait ce qu'il vient de dire, mais ce que je voudrais préciser également, c'est que c'est aussi dans l'ordre normal des choses. Parce qu'en fait, quand le Conseil de sécurité de l'ONU a été saisi, le Conseil a voulu avoir plus de précision. D'abord parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce qui a été demandé dans le projet de résolution, c'est un peu inhabituel au niveau du Conseil de sécurité. C'est-à-dire garantir le rétablissement du respect, de l'intégrité territoriale du Mali. Le Conseil n'était pas habitué à de telles demandes. Là, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Union africaine a demandé l'autorisation pour faire une intervention armée. Mais au niveau du Conseil, c'était important de savoir quel va être le plan précis d'intervention, quel va être le nombre de troupes déployées. L'Union africaine aura besoin de quoi pour renforcer les capacités de l'armée malienne en termes d'équipement, qui va fournir ses soutiens logistiques, qui va financer la mission. Donc tout cela, ce sont des aspects qui sont importants et c'est pour cela que le Conseil a demandé à l'Union africaine de bien préciser encore. Là où je suis également d'accord avec Kissima, c'est que quand même, le Mali, il faut le dire, dans les instances internationales, a toujours eu une certaine renommée, une certaine réputation et un certain respect. Donc, puisque le Conseil sait maintenant qu'il y a quand même une certaine collaboration aujourd'hui entre le Mali, la CEDEAO et l'Union africaine, le Conseil donne aussi le temps à ces institutions, certainement de convaincre le gouvernement du Mali pour qu'il puisse aussi rejoindre cette demande, pour que ce soit une demande formulée en commun accord avec le Mali pour intervenir. Diallo, ensuite Serge Janel. Moi je dirais qu'il y a beaucoup d'émotions qui entourent le dossier Mali. Beaucoup d'émotions et je dirais qu'il n'est pas du tout justifié parce que à écouter le président béninois, Dr Boni, je dirais qu'il a été plus emporté par son émotion que la réalité du terrain. Évidemment, il y a des difficultés. Le problème est réel. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller vite, je ne dirais pas
comme c'est un chef d'État, il était très sincère dans son émotion. À mon avis, il va falloir que les uns et les autres essaient de revoir leurs ambitions un peu à la baisse, parce que la situation est certes difficile, mais elle n'est pas pour moi catastrophique. C'est toujours gérable. Puisqu'il s'agit du Mali, le Mali, ce n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Le Mali a toujours compté dans le concert des nations. Le Mali, c'est un grand pays. Aujourd'hui, le Mali souffre, mais le Mali, c'est un grand pays. Donc, tous les dossiers qui concernent le Mali ne peuvent pas aller à la va-vite. Ok. Sir Daniel, par rapport au non-empressement du Conseil. Moi, je voulais constater que si la Mauritanie, par exemple, voulait intervenir le Mali, voulait aider le Mali, un pays comme la Mauritanie, un pays comme l'Algérie, les pays voisins qui ont le droit de poursuite, n'avaient pas besoin du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais si on va au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pour avoir un mandat onusien. Le mandat onusien dit quoi? Il dit, nous allons vous donner la logistique. Bon, on a déterminé 3300 hommes. Nous allons vous donner la logistique. Voilà ce qu'il faut pour combattre le nord du Mali. Mais ce que le Conseil de sécurité demande aujourd'hui, ce sont des précisions, c'est-à-dire, j'ai vu une copie d'une lettre du président béninois adressée à l'ONU qui demande des troupes, etc. Quelles sont les forces en présence sur le terrain? Vous ne pouvez pas, par exemple, aujourd'hui aller dans le nord du Mali, vous mettre à bombarder partout. Vous avez des civils. Quelles sont les mesures que vous prenez? Quels sont les aéroports de repli? Quelles sont les troupes qu'il faut? Où est-ce qu'il faut les mettre, etc. Donc ce sont, à mon avis, ces précisions que le Conseil de sécurité des Nations Unies demande, pas pour intervenir, parce que vous n'aurez pas la France, vous n'aurez pas des troupes françaises au Mali, vous n'aurez pas des troupes américaines au Mali. Ce sont des troupes de la CEDEAO, mais avec un mandat onusien, donc forcément avec la logistique de la communauté internationale, pour aider le Mali d'abord à sécuriser la transition. Le chef d'état-major Soumaïla Bakayoko l'a dit tout à l'heure, et ensuite voir comment on peut se déployer autour de l'armée malienne sur tout le territoire national. Je pense que ce sont ces précisions-là que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas. C'est pour ça retarde. Oui, d'accord, ensuite. Oui, tout à fait. Moi, je pense que non, ce n'est pas... Bon, c'est un peu ce que dit Serge, mais je pense qu'il y a aussi, comme le disait Diallo, des problèmes, si vous voulez, de définition même de la nature du problème que le Mali connaît. La lecture du Conseil de sécurité n'est pas forcément la même que la lecture de l'Union africaine, ni même celle de la CEDEAO. C'est pour ça quand Madou parlait d'une mise en cohérence de l'ensemble des positions des parties prenantes engagées dans le processus de recherche de solutions, eh bien ça m'a paru être effectivement le scénario idéal qui se dessine. Alors on peut présupposer qu'avec son expérience, le Conseil de sécurité a pu voir tout ça de loin et donc prendre les précautions usuelles qui sied en la matière. Ok, par rapport à tout ce qui s'est dit autour des mouvements rebelles islamistes, on a l'impression qu'il y a une politique de carottes et de bâtons. On essaie de mettre en branle des forces d'une part, et d'autre part, c'est des négociations qui sont enclenchées au Burkina Faso avec le MNLA et éventuellement en Sardine. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur ces négociations-là, toute cette politique? Oui, mais ça me paraît évident. C'est-à-dire que si vous avez deux armes... On explore les deux pistes. Mais bien sûr, il faut même les avoir ensemble. Hein? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la dissuasion. Comme vous le dites, la carotte et le bâton. Vous ne pouvez pas réussir avec la carotte seule dans un contexte conflictuel aussi important que celui qu'on a au flanc du Nord Mali. Mais en même temps, il faut savoir que c'est des êtres humains, c'est des personnes qui représentent certains intérêts et par rapport auxquels on peut parler de ce qui est acceptable. Et de ce point de vue, il n'y a pas du tout, c'est pas superflu que le médiateur qui est dans son rôle continue à négocier avec les différents groupes. Et c'est pas non plus superflu que la force, c'est-à-dire l'option militaire, continue elle aussi d'évoluer. Les deux vont ensemble. Okay. Voilà. Mais avec, comme chacun le sait, avec le souhait ardent que ce soit la négociation, parce que ça nous ferait des économies considérable. Ok. Diallo, par rapport aux négociations? Bon, les négociations, moi j'avoue que je n'y crois pas beaucoup, parce que depuis 1992, on est dans les phases de négociation. On négocie aujourd'hui, peut-être que quand l'ennemi aujourd'hui a senti tout le déferlement de la communauté internationale aux côtés du Mali pour les combattre, peut-être qu'il faut faire profil bas aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que leur sentiment
est totalement effacée. Je ne suis pas très sûr. Dans ces cas, moi, je ne suis pas très favorable à la négociation. À mon avis, il faut d'abord frapper et discuter après. Diallo, est-ce que l'isolement diplomatique, l'isolement international des mouvements rebelles peut augurer d'une bonne suite pour les événements, surtout pour la République du Mali? Oui, absolument. Surtout quand même que le MNLA s'est discrédité en essayant de faire cette fusion avec Ansardine. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il faudrait aussi savoir aujourd'hui que, pour revenir à la question des Nations Unies, avant de répondre à votre question, qu'au niveau des Nations Unies, il y a quand même différentes possibilités. Beaucoup au Mali avaient eu peur par rapport à cette intervention en pensant que ça allait être une force d'interposition qui allait venir au Mali. Parce que la force d'interposition allait servir de tampon entre les différentes zones. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que ce que demande l'Union africaine, là, c'est une force d'intervention plutôt, pour aider à libérer le Nord. Je pense que la précision elle est importante. Maintenant, pour revenir maintenant à la question de MNLA et Ansardine, il faudrait savoir aujourd'hui que la menace militaire est la seule solution pour pousser les MNLA et Ansardine à négocier réellement. Mais pour la poursuite des négociations, aujourd'hui, pour le moment, honnêtement, il n'y a pas de négociation. Parce que pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait différentes parties autour de la table. Aujourd'hui, il est de bonne foi, le médiateur de la CEDEAO, mais il ne peut qu'écouter les MNLA, qu'écouter Ansardine. Mais parce que pour dire la vérité aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas où peuvent mener ces négociations. Parce que s'il y a des chances pour que ça aboutisse avec MNLA, je me demande aujourd'hui avec Ansardine, qui n'a que comme seule et unique préoccupation, en tout cas à ma connaissance, que l'instauration de la charia, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a véritablement à négocier? C'est pour cela qu'il faudrait que l'on se prépare aussi par rapport à la deuxième option. Serge, c'est important de négocier en position de force. Moi, je pense qu'il faut tenter de négocier. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, c'est un tour de table. Comme le docteur Diallo l'a dit, il n'y a pas encore de négociation. On n'a pas différentes factions face à face. Vous avez eu d'abord une conférence générale où toute la classe politique malienne s'est déplacée au Burkina Faso. Vous avez eu les responsables du MNLA qui ont été reçus par le médiateur. Vous avez vu ce qu'ils ont dit à la sortie. Nous sommes prêts pour la négociation. Ils auraient été plus loin en disant qu'ils sont prêts à discuter de l'indépendance, entre guillemets. Bon, bref. Aujourd'hui, d'après nos informations, le médiateur est en train de recevoir ce dimanche une délégation d'Ansardine. Demain, il va recevoir lundi une délégation du FNLA, ensuite les Arabes du TLMC, etc. Je pense qu'après ce tour de table, on pourra peut-être parler de négociation. Mais qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire qu'au même moment où vous êtes en train de mener des négociations, on ne peut pas demander au Mali, par exemple, d'attendre la fin des négociations pour assurer la sécurité de son territoire. Absolument. Parce que ce qui frappe, et vous êtes journaliste, tous journalistes ici, vous êtes journaliste, en tout cas, vous êtes au Mali, ce qui frappe, c'est quand vous avez des coups de fil de l'intérieur, c'est-à-dire que ce soit de Gao, de Bourem, de Tombouctou, de Kidal. Ce que les civils disent, c'est que les civils estiment être abandonnés par les autorités du Sud. Donc on ne va pas attendre un tour de négociation pour protéger les populations au nord. Effectivement. Et les civils entrent à partir de cette semaine, les civils entrent dans leur 100e jour d'occupation. L'autre